sommes dans un environnement où les défis sont à 360 degrés. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire un focus sur la recherche et développement. Comment la recherche et développement peut-elle aider le secteur privé agricole au Niger? Quels sont les défis actuellement que nous rencontrons par rapport à notre manière de faire l'agriculture au Niger? Sans vouloir faire le panel tout seul, je vais donc donner la parole aux différents panélistes pour qu'ils nous parlent de leur expérience et surtout de comment ils appréhendent cette recherche et développement-là au service de leur quotidien. Lors de mes recherches, il s'est avéré qu'au niveau de l'INRA, qui est notre institut national de recherche agronomique, ils avaient fait des recherches au niveau de l'aliment bétail. Comment faire de l'aliment bétail à base des résidus de récolte, donc localement, les enrichir, les rendre plus riches et accessibles aux producteurs, enfin aux éleveurs. Et, je me suis rendue au niveau de l'INRA, et ce qui fut la surprise d'ailleurs du chercheur de voir une femme qui veut se lancer dans un domaine dédié spécifiquement aux hommes, parce que même la vente des matières premières, jusque-là, il n'y a que des hommes. Donc, me lancer dans la transformation, de transformer les résidus tels que les tiges, les fentes de niébé, enfin, c'était... Même lui, hein, la recherche m'avait dit, ouais, vous allez commencer, mais vous allez arrêter. Heureusement, ça fera bientôt 11 ans, je ne me suis pas arrêtée. Je continue de me battre. Voilà. Et ce qui va nous amener à discuter sur le domaine de recherche, développement et entrepreneuriat. Donc moi déjà, j'étais partie vers le développement, enfin, vers la recherche. Et les professeurs qui m'ont donné 2 formules, ils ont eu des résultats. J'avais pris les résultats, j'ai dit, mais ok, il faut que moi-même je teste. Et j'avais pris 4 personnes, plus moi, donc 5, on avait commencé. Donc voilà, donc j'avais pris la machine et j'ai commencé à expérimenter. J'avais commencé à essayer au niveau de la famille. C'est vrai, la recherche, ils font. Mais des fois, il y a des choses que nous, en pratiquant, surtout quand on veut faire ça à grande échelle, donc il y a des choses aussi qu'on voit et qu'on se fait. Je partais vers aussi la recherche pour leur dire, voilà, il y a des lacunes ici, comment on peut modifier telle chose, telle chose. Pour ne pas faire les choses comme ça s'est toujours fait. Donc nous, l'innovation l'une des innovations qu'on a apportées, et c'est nos premiers défis, c'était déjà pouvoir répondre à tout ce qui était question d'arrosage, d'irrigation. On a tenté d'adopter des technologies qui, à leur temps, étaient déjà un peu innovantes, parce que, bon, si on remonte en 2009-2010, déjà tout ce qui était aspersion, micro-aspersion, goutte à goutte, c'était vraiment un peu innovant, mais ce qui était innovant, c'est de pouvoir le faire à une grande échelle. Comme l'a dit Madame la directrice tout à l'heure, c'est un challenge énorme. Souvent, nous faisons appel à la recherche, mais très souvent, entre ce qui est demandé et le résultat qui vient, on sent qu'il y a un déphasage. Et il y a un aspect aussi qui ressort souvent, c'est qu'on dit toujours que la recherche travaille à part. Nous, les producteurs, nous sommes à part et on n'arrive pas à se mettre. Et je pense que des initiatives comme celle que le CIPMEN est en train de faire avec l'aide de certains partenaires sont très intéressantes dans le sens où il est important de créer cette synergie entre les acteurs pour qu'on puisse répondre ensemble vraiment à vouloir régler des vraies solutions. Et moi, j'ai en mémoire un exemple que je cite tout le temps de la fac d'agro, où vraiment il est intéressant et où des producteurs, des praticiens peuvent aller questionner la recherche, avoir des réponses et même avoir des semences, des boutures de certaines variétés de façon gratuite. Et pour tout ce qui est recherche et innovation, le but n'est pas d'aller importer des innovations, parce que le coût d'import de ces innovations fait que nous, les producteurs, on n'arrive pas à les acheter, on ne peut pas les utiliser. C'est de se baser pour créer vraiment des modèles locaux. Et dans ce processus, c'est important qu'il y ait l'écoute
pour que la personne qui a son problème puisse l'exposer et que le chercheur puisse vraiment adresser exactement le problème qu'il recherche. Vous allez voir au niveau de ces schémas-là, très simples à comprendre. Un premier point, c'est le producteur. On vient, on explique, on discute avec le producteur, on lui présente notre technologie. Si la technologie marche, le producteur va produire et il va amener sur le marché de ce côté-là. S'il amène sur le marché, il va vendre. Et quand le producteur vend, il va revenir financer la recherche et le développement. C'est ça la théorie au fait. Tant que ça marche, tant qu'au niveau de la recherche ça marche, on est sûr que le producteur, quand il vend, ou bien l'entrepreneur, quand il vend, il va retourner encore chercher la technologie pour ajuster, pour aller à l'échelle. Vous voyez, les défis de la recherche. Moi, j'ai recensé 12 défis. Mais dans les 12 là, compte tenu du temps, je vais vous présenter 5. Le premier défi, c'est comment faire la collaboration entre le chercheur, les entrepreneurs et les autres acteurs. Il faut faire, parce que comme c'est qu'on a discuté tout à l'heure, il ne faut pas faire la recherche dans votre laboratoire vous-même pour des acteurs dont vous allez connaître après. Vous voyez. Donc, il faut faire cette collaboration. Vous travaillez, vous faites la recherche pour une cible bien déterminée. Et le deuxième défi, c'est la vulgarisation même des résultats de recherche. Aujourd'hui, il y a plein de résultats qui sont là. Il y a plein de résultats. Mais ils ne sont pas vulgarisés. Et même s'ils sont vulgarisés, est-ce que ce résultat-là, ça concorde avec les conditions climatiques de nos zones? Vous voyez, donc il faut faire cette collaboration pour arriver vraiment à comprendre. Si ça ne marche pas, on ajuste. Maintenant, le troisième, c'est la formation et l'accompagnement. Aujourd'hui, sur les questions entrepreneuriales, si aujourd'hui on arrive facilement à naviguer, c'est parce qu'on a eu la chance d'être formé. Est-ce que vous voyez, on a eu la chance d'être accompagné dans le monde de l'entrepreneuriat dans les années 2016, 17, 18, 19. On a gagné beaucoup de compétitions. Vous voyez, parce qu'on a été formé et on a mis en œuvre et on est sorti. Aujourd'hui, on est devenu même des business angels. Ou dès qu'on voit une idée qui marche, on essaye d'investir. Maintenant, le quatrième, c'est impact et ajuster les politiques agricoles. Hein? Il faut que nos politiques arrivent à mettre en place des réglementations qui facilitent l'entrepreneuriat, surtout agricole, parce qu'il y a trop de risques. Et le dernier, c'est le financement. C'est le financement. Si quelque chose marche, un prototype marche, soit nous-mêmes on finance ou bien on cherche une banque qui va nous aider pour financer. En tout cas, à recherche, ce qui nous bloque surtout, c'est le manque de financement. La recherche coûte excessivement cher et parfois même l'accès, n'est-ce pas, aux fonds d'investissement sont très limités. Le deuxième point que j'ai recensé, c'est surtout accès aux technologies et infrastructures dont les équipements sont insuffisants et surtout la technologie est obsolète. Dans le contexte du Niger, c'est vraiment trop archaïque. Il y a également notre environnement naturel qui est très difficile. On va revenir avec le changement climatique. Il faut contextualiser les domaines agricoles, n'est-ce pas, avec le changement climatique du Niger. Il y a aussi un grand point important que M. Abdelaziz a parlé, manque de collaboration entre les chercheurs et les entrepreneurs. Donc il y a une faible synergie entre les chercheurs, les entrepreneurs agricoles et les producteurs. Abdelaziz me racontait, c'était au Burkina, chaque producteur il est accompagné par un chercheur. Donc je vais en profiter ici pour parler, avant de se lancer s'il vous plaît, il faut avoir au moins le minimum de connaissances en la matière. Pour réussir vraiment un entrepreneuriat agricole, il faut s'associer avec un chercheur. Donc, normalement, on a dit qu'on peut commencer avec 0 francs, non? Oui, 0 francs, c'est notre débat. Il y a également la faible capacité, n'est-ce pas, humaine, qui est là, dont Dr Bachir a parlé, vraiment de manque de formation. Et surtout, en ressources humaines,
On a la migration de nos talents. Deux petites, peut-être une des premières balles, je vais la retransférer au DG. Pour parler de facteurs exogènes qui ne dépendent pas de nous qui sommes entrepreneurs. Donc c'est notamment l'environnement dans lequel on travaille, donc les politiques agricoles et industrielles, peut-être la mise en place de certains mécanismes qui permettent qu'il y ait des mises en relation. Il n'y a pas que les acteurs uniquement qui sont responsables. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait également un environnement qui permette que cette émulation-là puisse se faire. Il faut qu'il y ait, par exemple, des zones de production agricole pour baisser certains coûts dans certaines zones. Lorsque, par exemple, la zone est immédiatement connue pour le poivron, je pense à Difa, par exemple, qu'on puisse leur mettre un cadre qui favorise un peu la production et la promotion de cela. Le bassin arachidier, etc., etc. Donc nous, en ce qui concerne la transformation, on a besoin également d'avoir un environnement, un espace où on peut produire, où l'accès à la marchandise est simple. Je donne un exemple. Lorsque dans mon activité, je prenais de l'arachide qui arrivait de Zinder, qui était pourtant meilleur en qualité que toutes les arachides qu'on puisse avoir ailleurs, il m'était plus intéressant de la prendre au Burkina, parce que tout simplement, Zinder est loin, et qu'en termes de coûts logistiques, l'arachide là, la refaire venir jusqu'à mon site de production ne me permettait pas d'avoir une certaine rentabilité. Donc ça c'est exogène et je pense que le DG a une meilleure visibilité que nous qui sommes un peu la tête dans le guidon et nous donner les défis liés à ça. Les autres qui sont plutôt endogènes, donc qui nous concernent, je vous en ai parlé déjà de quelques-uns, mais je ne vais pas m'appesantir sur ceux qui les défis, je vais plutôt parler de comment on a su ou pu relever certains défis. Je pense de façon très concrète à certaines collaborations. J'ai entendu tout ce qu'elle tout à l'heure. Lorsqu'ils sont venus il y a peut-être 7-8 ans, dans le landscape, on s'est croisés. À un moment donné, ils étaient en train de chercher des acteurs et on leur a dit, nous on n'est pas producteurs, mais on est acheteurs. Mais on a du mal à trouver des producteurs. Si ça vous intéresse, on s'assied et puis on réfléchit à comment on va faire. Et dans cette réflexion-là, nous, on a appelé nos producteurs qui étaient dans la zone de Maradi jusqu'à Dosso pour qu'ils viennent s'asseoir et puis leur dire c'est quoi leur problématique. On a juste créé, nous, en fait, le lien, le trait d'union. Parce que si quelque chose de positif sort de cette collaboration-là, nous, on en profite parce qu'on va avoir du produit disponible et éventuellement du produit à moindre coût pour la transformation. Donc ça, c'est un exemple qui a fonctionné. Dans la recherche, donc ça, c'est en termes de synergie d'environnement. Bon, petite parenthèse et petit coup de poing aux banquiers, ce n'est pas généralement nos meilleurs amis. Quand on fait ces synergies-là, on leur demande d'accompagner les producteurs, ça coince toujours. Il y a toujours des problématiques, ah, ils n'ont pas de garantie, ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de ça. On leur dit quelquefois, il n'y a pas de problème, on va être leur garantie. Quand nous, on leur dit, puisqu'on va acheter, le problème de cela, c'est que la charge de la prise en charge nous incombe également. Ça veut dire que l'argent va peut-être nous coûter, puisque c'est l'argent pour quelqu'un d'autre qui va nous coûter un peu plus cher, etc. Bon, ça, c'était un petit tacle à nos amis banquiers. On est souvent en palabre avec eux, mais ça fait partie de certains défis et je suis très content que Razak le mette déjà sur la table. Ça fait partie des choses sur lesquelles les banquiers eux-mêmes sont en train de réfléchir parce que leur survie dépend du dynamisme de l'entrepreneuriat. Lorsqu'il n'y a pas d'émulation, eux, ils ne sont pas contents non plus. Donc, ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. Avec tout ce que vous avez évoqué, ça nous donne une idée, ça nous donne des pistes. Donc, je profite de l'occasion pour dire que le but, qui est notre partenaire sur ces activités-là, est présent. Et je pense qu'ils sont en train de noter. J'espère qu'ils ont fait 2 fois plus de notes que les banquiers. Donc, voilà. Et derrière, on va pouvoir, ne serait-ce qu'engager quelques petits projets de financement de thèse. Parce que souvent, quand on vient voir les chercheurs, ils ne vous disent pas non. Mais ils attendent de voir si vous allez sortir le chéquier. Alors que nous, on attend une collaboration durable. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien de faire appel à un expert qui va juste venir pendant 2 heures de temps vous dire que, en fait, si faites ça, ça c'est pas bien, ça c'est pas. Non,
il faut une relation durable. Dans l'agriculture, il faut s'engager pour au moins 3 mois pendant la durée de la spéculation. Si c'est dans d'autres domaines, vraiment pour voir le résultat. Et à la fin, on peut partager ce résultat. Nous, secteur privé, on n'a pas de problème pour partager, mais il faut que ça marche. On parle d'agriculture, nous savons tous qu'il y a des solutions qui existent, que les autres utilisent de leur pays, mais lorsqu'on essaie de les apporter chez nous, soit le coût est trop élevé, soit c'est une technologie qui n'est pas utilisable chez nous, par exemple en termes de connectivité. Donc il y a tellement de paramètres. C'est pourquoi donc, moi, à travers mon centre de formation, je me suis lancé dans la formation et la recherche et développement. Pourquoi la formation? C'est parce qu'ils ont déjà évoqué le point de financement. Pour un jeune diplômé qui vient de commencer, c'est très difficile d'avoir accès à un financement, surtout avec les banques. Donc le modèle que j'ai pu développer, c'est de proposer des formations, ensuite prendre un pourcentage de cette recette pour injecter dans ma recherche. Donc c'est comme ça que j'ai pu débuter quand même quelques projets en agrotech. Aujourd'hui, nous travaillons sur plusieurs projets. Par exemple, on peut déjà automatiser l'irrigation. Vous pouvez nous confier votre ferme, qu'elle soit à X kilomètres de chez vous, soit par un message WhatsApp, vous pouvez faire on-off de l'irrigation, soit par un message WhatsApp ou bien GSM, dans les zones où il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de connexion Internet, avec un message SMS, vous pouvez interagir avec votre ferme. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'intéressent surtout à des solutions modulaires, ce qui n'existe pas sur le marché. Qu'est-ce qu'on appelle solution modulaire? Aujourd'hui, pour acheter un kit d'agritech sur le marché, c'est un ensemble de fonctionnalités qui dépassent votre besoin. Donc nous, on a fait en sorte de développer ces solutions-là de façon modulaire. Un agriculteur vient vous demander un système pour savoir si oui ou non son champ était irrigué. Donc c'est une seule fonction, on lui met à disposition à un coût raisonnable. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les capteurs qui coûtent cher, c'est la recherche. Une solution qu'on vend à 100 000 quelque part, les capteurs pour réaliser cette solution ne dépassent pas 10 000 francs. Donc nous, on s'est dit, mieux vaut acheter ces capteurs-là, les programmer ici, en utilisant nos données qui sont fournies par nos agronomes locaux. Parmi les défis qu'on a, il y a le défi de personnel. Vous placez un ouvrier dans votre ferme, il ne fait pas bien son travail et c'est vous qui allez payer le prix. Donc l'objectif vraiment, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin principalement de cet ouvrier-là de la ferme, mais elle est là juste pour observer. Après l'intervention de différents acteurs ici, qui constituent des acteurs des chaînes de valeur agricoles, il ressort un problème majeur, c'est que chacun travaille dans son coin. Personne n'écoute personne et tout le monde pense que c'est l'autre qui a tort. C'est le défi majeur de la recherche et du développement aujourd'hui au Niger. Je m'explique. Quand on prend la recherche, on a un terme qui vient de sortir, que je viens d'apprendre aujourd'hui, mécatronique. Effectivement. Sans venir ici, je ne l'aurais pas connu. Cependant, si on avait un cadre qui nous permettait de pouvoir s'asseoir, échanger, je l'aurais connu bien avant et pris en compte et même peut-être développer un produit financier spécifique à lui, son activité. Aujourd'hui, les financiers, c'est quoi notre travail? Tant qu'il n'y a pas de crédit, il faut que l'on se comprenne déjà par rapport à ça. Comment fonctionne notre business? Il faut que vous preniez de l'argent pour que les institutions financières puissent gagner. Tant qu'on ne prend pas de l'argent, les institutions financières ne gagnent pas. Donc le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'agents économiques qui prennent de l'argent. Donc, soyons déjà rassurés d'une chose, il n'est pas de l'intérêt des institutions financières de ne pas vous financer. Pour que cela se fasse, nous au niveau de la Bagri, qu'est-ce que nous faisons? Déjà, notre première mission, c'est accompagner les politiques et stratégies nationales. Aujourd'hui, quel que soit le chercheur, quel que soit le producteur, quel que soit le transformateur qui ne va pas s'allier à un besoin réel, national et local, nous sommes dans un contexte de souveraineté aujourd'hui, quel que soit ce qu'il va faire, mais son activité est vouée à l'échec. Et il s'avère qu'au niveau du Niger, aujourd'hui, nous avions des stratégies et politiques nationales qui sont développées, que ce soit en termes d'agriculture, en termes d'élevage, en termes d'énergie, en termes... Je pense que nous, en termes qu'agriporteurs,
il serait intéressant de savoir déjà quel est le besoin de notre pays. Parce que tout ce que vous allez produire, c'est destiné au marché. Tant qu'il n'y a pas de marché, quel que soit votre intellect, personne n'achète, c'est destiné à la poubelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous prenons toutes les politiques. Aujourd'hui, par rapport à l'énergie, l'énergie est un défi pour la recherche aujourd'hui. Mais l'énergie, ce défi-là, comment on fait? Le Niger dispose d'une stratégie nationale, la SNAER, la stratégie nationale d'électrification rurale. Comment je m'allie en tant qu'agripreneur à cette stratégie pour pouvoir me procurer des éléments de production d'énergie à moindre coût en bénéficiant des différents appuis mis en place par les dispositifs de l'État et aussi les banques et institutions financières, parce qu'il n'y a pas que les banques. La recherche n'est pas seulement la recherche au niveau des laboratoires, mais la recherche de l'information aussi est importante pour un agripreneur. À la banque, nous avions commencé à tisser des relations avec les universités. La première université avec laquelle nous avions une convention de partenariat aujourd'hui est celle de Tillabéri, avec laquelle nous travaillons en tout cas sur une spéculation spécifique qui va dans l'intérêt des besoins des Nigériens, le riz. Vous avez tous été témoins du fait que 2 mois après la fermeture de nos frontières, pour manger du riz dans ce pays, c'était devenu compliqué. Mais tous les agripreneurs que vous représentez n'arrivent pas à fournir le marché en tant que riz. Mais pourquoi vous allez vous fatiguer à produire des produits qui ne sont pas demandés? Allons-y sur le riz. Dans vos recherches de développement que vous allez faire, produisez ce dont le consommateur a besoin. Si le marché est satisfait de ce besoin, vous allez voir les institutions financières vont courir derrière vous pour pouvoir financer sans souci. Et à cet effet, la Banque agricole en tant que marché d'intermédiation, nous sommes prêts, effectivement, parce qu'au sortir de cette activité, je pense qu'il faille avoir une feuille de route qui puisse nous permettre de développer quelque chose, ne serait-ce qu'un modèle de collaboration entre chercheurs, unités de transformation, producteurs, incubateurs, parce que aujourd'hui, la Bagri, dans nos activités effectivement de recherche, je représente la Bagri en tant qu'administrateur au niveau de l'incubateur de l'université Abdou Moumouni de Niamey, ce que nous comptions faire effectivement avec les autres universités pour pouvoir aller de l'avant. Donc, un second défi majeur aussi que nous avions, ce qu'il faut que nous nous mettons en tête dans le changement de mentalité que nous devrions avoir, nous ne pouvions pas avancer seuls. Pour que nous puissions aller de l'avant cette affaire-là, il faut que nous le fassions ensemble. Donc, nous sommes prêts à mettre à disposition effectivement de cette assise une plateforme de collaboration qui puisse nous permettre de développer ne serait-ce qu'un modèle à notre échelle, que nous allions pouvoir vulgariser ou mettre à l'échelle en le mettant à la disposition des autorités à travers les différentes politiques et programmes nationaux que nous avions au niveau du Niger. Je parle au nom des entreprises que nous accompagnons, qui ne sont pas arrivés au stade où les 2 entrepreneurs ou 3 sont. Donc la question est aujourd'hui, quel est le mécanisme, par quel process, moi peut-être jeune entrepreneur qui vient de démarrer, où j'ai besoin de la recherche pour m'aider dans mon parcours. Donc quelle est cette démarche que je dois entreprendre pour pouvoir accéder à la recherche? En fait, ma question, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut améliorer l'accès au financement pour les startups agricoles, notamment pour nous les jeunes. Est-ce que selon vous, en tant qu'expert, vous voyez que c'est possible qu'on fait une actionnariat? Par exemple, nous avons des terrains d'à peu près 3 hectares. Il y a beaucoup d'amis qui m'approchent, d'autres qui sont dans l'élevage, d'autres qui sont dans la pisciculture. Est-ce que selon vous voyez
un avenir durable pour cet actionnariat? Et ma première question est de savoir comment remédier aux problèmes que fait face à cette chaîne de valeur. Et ma deuxième question, c'est peut-être au niveau adressée au niveau de l'université. C'est comment peut-on vulgariser la recherche pour nos producteurs locaux? Moi, j'ai une toute petite question. On a parlé de collaboration. Mais vous qui êtes là, panéliste, qu'est-ce qu'il nous manque pour faire cette collaboration-là? Parce que j'ai vu beaucoup de personnes perdre des marchés, des financements à cause de ce manque de collaboration. Ici au Niger, vraiment, il y a un long processus bureaucratique sur la validation et l'adoption des technologies et des produits agricoles. Et il faut renforcer également le financement national et mobiliser des partenariats vraiment publics-privés. Donc, et développer également des programmes éducatifs sur les technologies modernes, surtout. La première des choses, c'est la collaboration. C'est la collaboration. Quoi? Parce que moi, je pense que c'est vrai, on a un système un peu très fermé. Très fermé. La relation entre le chercheur et l'entrepreneur, ou les chercheurs même et les autres acteurs. Vous voyez, les chercheurs, moi je suis du domaine, je sais comment le chercheur est parfois fermé. Est-ce que vous voyez, il faut ouvrir pour que vraiment l'entrepreneur peut venir faire sa proposition, vous parlez de son problème et après vous cherchez des solutions par rapport à son problème. Pas des choses théoriques qui ont été découvertes dans les laboratoires et venir présenter. Ça ne marche pas. Et aussi au niveau des universités, il faut revoir le curriculum. Et après aussi, la vulgarisation des technologies. Là aussi, il faut qu'on facilite. Parce que c'est quoi? C'est qu'on est en train de vulgariser, de disséminer actuellement, c'est axé seulement pour le producteur. C'est pour les producteurs. L'entrepreneur, là, il a besoin de quelque chose de très précis, vous voyez. Donc, si on fait la recherche avec lui, on peut vraiment vulgariser son résultat, ce qui va lui permettre de faire d'évoluer son entreprise. J'étais au Get in the Ring au Singapour. C'est des gens, le business angel était là, on a présenté. Tu vas voir qu'il y a des gens, ils finissent de présenter, quelqu'un lève la main, il dit il finance. Il met 2 millions de dollars, 2 millions d'euros, ainsi de suite. Donc ici, dans notre milieu, il faut que les cadres comme Superman arrivent à amener les gens dans cela. Moi, personnellement, il y a de cela juste 6 mois, j'ai investi dans un business, 2 millions. La dame est venue me dire, le premier mois, ils ont fait 300 000 de chiffre d'affaires. J'ai dit, waouh, ils sont en train de faire, vous voyez. Donc, il faut qu'on arrive à investir sur des idées qui nous ont vraiment convaincus. Il faut qu'on arrive à se parler, il faut qu'on arrive à se faire confiance. Le problème, on n'arrive pas à se faire confiance. Et cette manque de confiance fait en sorte que des fois, nous avons des problèmes. Mais tant que la fiscalité, tant que l'État ne nous facilite pas les choses, tant que les banques ne réduisent pas les taux d'imposition, wallahi, nous n'irons nulle part. Là, l'État aussi doit faire en sorte que nous, les agripreneurs, nous faciliter beaucoup de choses. Nous, si on arrive à faciliter la fiscalité, alors là, ça va nous aider. Nous avons travaillé avec des femmes qui étaient issues de groupements qui ont été formés par des dizaines de projets, mais qui ne faisaient rien du tout. Donc on les a ramenés, on les a rendus actifs et on continue à travailler avec ces femmes jusqu'à aujourd'hui. Donc on a une collaboration sur 2 maillons, production, transformation, et 2 entreprises, la mienne plus une autre, on s'est mis en consortium. Donc il y a des modèles nouveaux sur lesquels il faut aller. C'est ce que Ismaël a dit tout à l'heure. En fait, il faut déjà créer le cadre. En fait. C'est le cadre qui n'a pas existé. Il faut créer le cadre. Et ça peut se faire à travers une plateforme. Et c'est l'occasion aujourd'hui. Si à la fin de ou à la suite de ce panel, SIPMEN prend le lead de créer un cadre formel qui regroupe la recherche et les autres acteurs, ça va être une première. Parce qu'ailleurs, c'est ce qui se passe. J'aime citer le Burkina où j'assiste à d'autres plateformes. Je suis acteur sur d'autres plateformes où effectivement on a la recherche, on a des producteurs, on a des entrepreneurs. Moi je suis dans cette plateforme en tant que Nigérien, mais expert sur le Moringa. Mais là-bas, c'est parti très loin. Donc on peut créer le cadre. Maintenant, il y a plusieurs aspects de la collaboration. Ça peut être
donner objet à la création de systèmes comme un groupement d'intérêt économique, ça peut avoir une orientation business, le résultat qui va sortir, mais déjà créons le cadre pour que formellement il y ait cette collaboration. Parce que de façon informelle, les collaborations existent quand même. Certains acteurs, nous particulièrement, on travaille avec la fac d'agro sur beaucoup d'aspects. On fait même des formations chez eux. Donc mais il faut que ça soit vraiment à une échelle importante pour que ça soit un peu général. Quand on parle de la recherche, je ne vois pas seulement les universités. Il y a l'INRAN, ICRISAT, les universités publiques du Niger qui sont là. Donc, en ce qui concerne vraiment l'université Abdou Moumouni, donc en ligne actuellement, vous pouvez trouver la stratégie et le plan stratégique de la recherche 2024-2028 qui existe actuellement, ou une recherche au service des grands défis nationaux et régionaux. Donc dans ça, tout est clair, tout est dit. On a pour s'adresser, par exemple, si c'est la recherche en global, on a une direction de la recherche qui existe au rectorat actuellement. Maintenant, sur le volet agricole, on a la faculté d'agronomie. Vous pouvez adresser directement au doyen de la faculté d'agronomie. Il y a aussi l'IRI, Institut des radioisotopes. Vous pouvez directement adresser au directeur de l'Institut des radioisotopes que vous voulez faire une collaboration sur tel sujet. Depuis 2018, CIPMEN a voulu mettre en place. Nous avons même fait des bootcamps pour faire venir des chercheurs avec leurs inventions, les mettre en relation avec des jeunes qui n'ont pas d'idées pour qu'ils essaient d'échanger et de collaborer. Mais toute cette animation-là, ça a besoin d'énergie, ça a besoin de temps, ça a besoin aussi de plaidoyer. J'ai même écrit au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour essayer de voir comment le monde de la recherche peut appuyer le secteur privé. Donc, parfois les bases de collaboration avec l'État ne sont pas simples. Quand vous allez vous aventurer, on va vous dire qui vous a mis dedans. Aujourd'hui, s'il y a déjà une stratégie qui a été élaborée pour les 4 prochaines années, dans laquelle nous ne sommes pas, on doit s'inquiéter déjà. Vous voyez, non? Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on vienne et qu'on voit dans quelle mesure prendre connaissance de ce qui a été fait, mais aussi de voir, nous, nos réalités. C'est vraiment important. Je note vraiment l'appel de tout un chacun pour créer ce cadre formel-là. Nous avons nos partenaires qui vont sans doute nous accompagner à être vraiment des ouvriers pour ce cadre-là. J'espère que vraiment nous allons y arriver ensemble pour que demain nous soyons fiers de notre agriculture, de ses rendements et surtout des opportunités qu'elle va créer pour nous et notre jeunesse. Je vous remercie. Donc,